Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette visioconférence sur l'alimentation et le sommeil. J'espère que vous allez tous bien. Cette visioconférence du coup est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Adaptia et Family Zen. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne avec le concours de la CNSA. Merci à tous d'être là. J'espère qu'on sera nombreux aujourd'hui. Je suis Chloé et c'est moi, je pense que certains me connaissent déjà, qui vais du coup répondre à toutes vos questions techniques si vous en avez. Vous pouvez les poser dans le chat. Je ne sais pas si vous voyez la petite bulle qui est en bas de votre écran. Et voilà. Et donc, si vous avez le moindre souci technique, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Si vous avez une question pour Emmanuel, on fera, je pense, Emmanuel, si vous êtes d'accord, on coupera, on se permettra de vous couper un peu pendant votre intervention pour éventuellement répondre aux questions au fur et à mesure. Et dans tous les cas, on fera une petite session de questions-réponses à la toute fin de la visioconférence. Emmanuel, je vous laisse prendre le contrôle si ça vous va. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et puis bonne présentation. Parfait. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. Donc, du coup, attendez. Voilà, j'y suis. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, Emmanuel, je suis diététicienne nutritionniste. Donc, je ne l'ai pas toujours été parce que je suis ingénieure de formation, ingénieure agronome. Et aujourd'hui, mon activité est assez variée parce que j'ai mon cabinet à domicile. J'ai travaillé à l'hôpital. Je travaille maintenant dans des réseaux de santé. Sur le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, et je fais aussi de la prévention santé, donc une activité très variée. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est une conférence qui va être assez dense, parce qu'en fait, on va aborder différents éléments de l'hygiène de vie des seniors, l'alimentation, le sommeil, mais aussi l'activité physique. En fait, c'était pas indiqué, mais en fait, l'idée, c'est d'aborder un peu tous ces pôles, puisque en fait, il y a des connexions entre tous ces pôles. Donc, en fait, au niveau du déroulé, on verra voilà, que l'idée, c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie globale à travers une alimentation et une hydratation adaptée, une activité physique régulière et adaptée et un sommeil réparateur. Donc, on peut se poser la question, en fait, vous voyez, là, j'ai essayé de représenter sur un schéma différents pôles qui, vous voyez, sont essentiels, tous essentiels pour l'hygiène de vie globale. Et en fait, l'idée, c'est que chaque pôle interagit avec un autre. Et donc, en fait, pour avoir une bonne hygiène de vie, eh bien, il faut actionner un peu tous les leviers concernant ces différents pôles. Donc, vous voyez, on peut citer les activités physiques adaptées, et on détaillera donc le type d'activité, la durée, la fréquence, le sommeil réparateur. Là aussi, il y a des notions de durée, est-ce qu'il y a des réveils nocturnes, de rythme, l'alimentation adaptée. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a des liens. Hein, quand on dort moins bien, on peut avoir tendance à moins bien s'alimenter. Quand on est très sédentaire, on peut avoir tendance à avoir du mal à dormir. Enfin, il y a des liens dans tous les sens. La gestion des émotions aussi. Ça, c'est un pilier qui est extrêmement important à considérer. Par exemple, quand on est, voilà, on peut manger, on peut grignoter quand on a, voilà, enfin des émotions ou des choses difficiles à vivre. Ben, on peut avoir tendance à manger ou à mal dormir. Enfin, vous voyez, donc tout est interconnecté en fait. Hein. Et puis, j'ai rajouté un pôle, c'est la gestion et l'organisation du temps. Alors, quand on est senior, quand on est voilà, jeune retraité, eh bien, il faut organiser son temps différemment, mais aussi avoir des rythmes, des activités structurées, des repères dans le temps, et ça contribue également à avoir une hygiène de vie globale et une bonne hygiène de vie bien équilibrée. Voilà.
Alors ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde la thématique d'abord de l'alimentation. Alors, j'ai fait un petit schéma parce que finalement, l'équilibre alimentaire, vous allez voir, quand on pense équilibre alimentaire, on peut penser à pas mal de notions qui là aussi sont complémentaires. Vous voyez, elles s'affichent au fur et à mesure sur la slide. Donc, on peut les aborder au fur et à mesure. Donc, il y a d'abord, dans l'équilibre alimentaire, il est essentiel d'avoir une variété et une diversité dans les aliments que vous consommez. Hein. Donc, ça, c'est important parce que sinon, il y a une certaine lassitude. Et puis aussi, au niveau du statut micronutritionnel, le fait d'avoir une alimentation bien variée, bien diversifiée, bah, ça vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne de façon optimum. On va le voir aussi, bon, pas trop de gras, pas trop de sucre. Hein, bon, bah, sinon, il y a un peu il peut y avoir une prise de poids, mais bon, c'est voilà. Des portions adaptées. Hein, donc ça, la notion de portion, elle est importante parce qu'on peut avoir un choix diversifié dans les aliments, voilà, enfin, une cuisine plutôt saine. Mais si les portions sont trop importantes par rapport à nos besoins ou pas assez, eh ben, ça ne va pas aller. Donc, cette notion de quantité, de portions adaptées à chacun est importante. Hein. Et ces portions, elles vont être différentes en fonction de quoi? En fonction de l'activité physique. Si vous êtes très sédentaire, bah, il faut réduire un peu les portions. Enfin, voilà. Après, il y a aussi une notion par rapport au régime. Hein. J'ai mis pas de régime. En fait, moi, si vous voulez, à mon cabinet, je parle jamais de régime. Je parle toujours de rééquilibrage alimentaire. Et puis, les régimes, en général, c'est mauvais. Ça aboutit soit à des carences, soit à des comportements alimentaires qui sont inadaptés. On peut citer les régimes amaigrissants avec le phénomène du yo-yo, des gens qui font des régimes très, très stricts, qui vont perdre très vite du poids et qui brutalement vont reprendre du poids, voire plus de poids qu'avant. Donc tout ça, en fait, finalement, c'est pas intéressant. Hein. Il faut plutôt rééquilibrer. Et en plus, quand on est senior, quand on avance en âge, vraiment, il faut être vigilant par rapport à ces régimes et se reposer la question, est-ce que c'est important que je fasse attention à mon cholestérol? Est-ce que voilà, enfin, si je dois perdre un peu de poids, mais ça sera très régulièrement, très progressivement et surtout sans perte de masse musculaire. Voilà. Après, il y a d'autres notions qui sont importantes dans l'équilibre alimentaire, c'est les notions de rythme, les rythmes alimentaires réguliers. Vous voyez, d'avoir 3 ou 4 repas par jour avec des horaires réguliers de repas. Ça, c'est important parce que quand on saute des repas, en général, qu'est-ce que ça entraîne? Mais ça peut entraîner des grignotages ou alors des compensations sur un autre repas. Hein, si on saute le repas du déjeuner parce qu'on a une course à faire, on est occupé, et ben le dîner va être plus conséquent et ce n'est pas forcément une bonne chose en fait. L'idée, c'est d'apporter au corps, d'avoir une bonne répartition des apports dans la journée. Donc ensuite, on peut évoquer la notion de plaisir de goûter, plaisir de déguster, qui va aussi avec la notion de convivialité, de partage. Ça, c'est très important finalement dans l'équilibre alimentaire, d'avoir du plaisir au moment des repas. Et avoir du plaisir au moment des repas, ça veut dire manger tranquillement, être bien assis, dans le calme, en prenant son temps, et en étant aussi réceptif à vos sensations corporelles. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis rassasiée? Est-ce que j'ai du plaisir? Quelles sont les différentes saveurs que je perçois? Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et puis souvent, quand on a eu un rythme très soutenu dans sa vie, ben, souvent on perd un peu ces repères-là et on a tendance à manger trop vite. Et donc, en fait, il faut se reconnecter un peu à son corps et essayer d'écouter les messages qu'il nous envoie. Hein, donc ça, c'est vraiment
finalement, je dirais, moi, dans les personnes que j'accompagne à mon cabinet, c'est ce qui est le plus difficile. Hein. Manger doucement, manger tranquillement pour mieux ressentir la faim et la satiété et avoir une meilleure régulation de la faim et de la satiété. L'équilibre alimentaire, c'est en lien aussi avec un sommeil réparateur. Donc ça, c'est des choses que je vais évoquer dans la suite de ma présentation. Et puis aussi, donc c'est voilà, essayer d'avoir à côté de l'activité physique, de bien gérer ses émotions. C'est vrai que quand on peut, il y a des personnes quand elles sont stressées, quand elles ont des émotions, elles ne mangent plus rien, donc elles perdent du poids. Et inversement, il y en a d'autres qui vont avoir tendance à beaucoup grignoter ou à manger plus en quantité ou avoir des envies de sucre irrépressibles. Et donc, il faut actionner aussi ce levier sur la gestion des émotions, avoir des exercices de respiration, des exercices de détente, vous voyez, des choses qui vous permettent, des dérivatifs qui vous permettent d'éviter ces grignotages, ces compensations par l'alimentation. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est assez vaste hein, quand on parle d'équilibre alimentaire. On aborde beaucoup de thématiques, en fait. C'est pas juste... c'est pas juste le choix des aliments. Hein. Donc, voilà. Alors, l'équilibre alimentaire aussi, il faut comprendre que ça se construit. Ça va se construire sur plusieurs jours hein, pour justement avoir cette variété, cette diversité des aliments. Alors, comment on fait? Grâce à des listes de courses. Hein, et les courses, il faut les faire au bon moment, régulièrement, bien choisir les magasins dans lesquels on va faire ses courses, éventuellement faire des menus. Hein, ça, c'est un bon outil pour respecter l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, ça se construit également sur la journée, hein, avec une bonne répartition des apports énergétiques. Souvent, je donne la notion de comme un entonnoir, hein, c'est-à-dire petit déjeuner droit, déjeuner de prince, dîner de mendiant. Bon, ça, c'est très caricatural, mais finalement, c'est mieux d'avoir un dîner un peu plus léger. Alors, si on voit qu'on grignote toute l'après-midi, il vaut mieux se prendre une collation adaptée dans l'après-midi. Et l'équilibre alimentaire se construit également sur chaque repas avec un choix qui est structuré et varié d'aliments. Hein. Au petit déjeuner, on peut avoir un produit laitier, un produit céréalier, un fruit. Ou, voilà, on peut avoir les trois. Au déjeuner et au dîner, on peut avoir une source protéique. Alors, pas forcément au dîner, pas forcément. S'il n'y en a qu'une fois par jour, ça suffit. Un produit céréalier, un légume, un produit laitier, un fruit, vous voyez. Et si on prend une collation, on peut on peut choisir dans les familles suivantes, donc fruits, produits laitiers, produits céréaliers. Ça reste des repères. Hein. Vous pouvez aussi assouplir ces éléments-là en personnalisant, en individualisant votre journée alimentaire. Alors, une alimentation adaptée pour les seniors, on va parler de quoi? Déjà, bon, je vous ai dit, la plus variée et la plus diversifiée possible. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ne pas être en surpoids, maintenir un poids stable. S'il y a un besoin de perdre du poids quand on est senior, il faut que ce soit vraiment très progressif pour ne pas perdre de masse musculaire. Les apports énergétiques, ils sont autour de 2000-2200 kcal pour une femme de 60 kg et de 2500 pour un 2700 pour un homme de 70 kg, répartis autour de 15% en protéines, 35% en matières grasses et 50% en sucre, en faisant attention à ne pas avoir trop de produits sucrés simples. Et puis, voilà, il faut avoir à l'idée que quand on est senior, en fait, les besoins énergétiques, ils sont identiques à un adulte jeune. Hein. Il ne faut pas penser que comme on est senior, on a besoin de moins de besoins énergétiques. C'est faux. En revanche, il y a quelque chose qui va changer, c'est au niveau de nos apports en protéines. Quand on avance en âge, les besoins en protéines sont légèrement augmentés. Hein. Pour un adulte, ils sont de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids et par jour, alors que pour un senior, c'est plutôt 1 g. Hein.
Quand on a une maladie, quand on est quelqu'un qui va avoir un cancer par exemple, eh bien lui, ses apports en protéines pour lutter contre la maladie vont être augmentés. Hein, et donc, il faudra veiller à avoir des apports en protéines suffisants pour ne pas perdre de masse musculaire. Quand on est senior, il faut faire attention à limiter le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire. Et ça, on le fait grâce à l'apport d'antioxydants. Les antioxydants, c'est des micronutriments qui vont venir capter les radicaux libres et les évacuer et permettre de diminuer le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire. Alors, comme antioxydants, on peut citer la vitamine E que vous retrouvez dans les huiles végétales, la provitamine A que vous retrouvez dans les fruits et les légumes, les colorés comme les abricots, les oranges. On peut citer aussi les polyphénols qu'on va retrouver dans les tanins du raisin, par exemple. Voilà, donc des antioxydants. Il faut aussi veiller à la qualité des matières grasses. Souvent, on parle de la quantité des matières grasses, attention, mais c'est aussi la qualité. Il faut penser quantité et qualité des matières grasses. Et tout ça pour permettre une bonne prévention cardiovasculaire, mais aussi pour lutter contre le déclin cognitif. Donc, en fait, au niveau qualité, pour faire très, très simple, il faut se dire, on limite les matières grasses d'origine animale, le beurre, la crème, et par contre, on essaye de cuisiner avec des huiles végétales qui sont bien plus intéressantes en les variant. Donc, il y a certaines huiles qui supportent la cuisson, comme olive, tournesol, mélange d'huile. Alors, l'idée, c'est de ne pas trop faire de friture, voilà. Et par contre, il faut introduire des huiles qui sont riches en oméga 3, lin, colza, noix, qui vont... les oméga 3, c'est des antioxydants. Et ça permet aussi, maintenant c'est reconnu, de lutter contre le déclin cognitif. Donc c'est important d'avoir des oméga 3 dans notre alimentation au quotidien. Alors si on continue, une alimentation adaptée pour les seniors, c'est aussi penser à s'hydrater. Donc, il y a déjà 1 litre d'eau qui est apporté par les aliments. Si notre alimentation est riche en fruits et légumes notamment, on a 1 litre qui est apporté par l'alimentation. Mais il faut aussi penser à bien s'hydrater pour boire 1,5 litre d'eau par jour en plus dans la journée. Et quand on avance en âge, l'eau corporelle diminue. Donc, c'est d'autant plus important de penser à boire même sans soif, parce que quand on avance en âge, la sensation de soif diminue et donc on peut être déshydraté sans forcément avoir soif. Donc en fait, l'idée, c'est de boire tout au long de la journée par petites gorgées pour arriver à ces 1,5 litre. Ensuite, c'est important d'avoir une alimentation qui est suffisamment riche en fibres, autour de 25 à 30 grammes de fibres par jour. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence sur les bénéfices des fibres. Donc, vous pourrez, j'imagine, la revoir si ça vous intéresse. Quand on avance en âge, la motricité du tube digestif fonctionne est un peu plus paresseuse. Et du coup, on peut avoir une problématique de constipation. Du coup, les fibres, ça permet, les fibres et l'eau, le fait de bien s'hydrater dans une alimentation riche en fibres, ça permet de limiter la constipation. Mais les fibres, ça permet aussi de piéger le cholestérol, donc de diminuer, de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et aussi, ça permet de piéger les sucres, donc ça permet de réguler la glycémie postprandiale. Donc tout ça, c'est important. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse d'approfondir, vous pouvez regarder la conférence sur les fibres. Ensuite, par rapport au calcium, les apports en calcium doivent être légèrement augmentés par rapport à ceux d'un adulte, notamment pour les femmes après la ménopause,
ou quand il y a des phénomènes d'ostéoporose, on dit que les besoins sont plutôt autour de 1200 mg de calcium par jour, alors que pour un adulte, ils sont de 900 mg par jour. Voilà. Et après, ça ne suffit pas d'avoir des bons apports en calcium, il faut aussi vérifier qu'on a un bon statut en vitamine D. Hein, parce que la vitamine D, c'est la vitamine qui permet de minéraliser le calcium alimentaire. Donc si on est en carence de vitamine D, alors qu'on mange plein de calcium, eh ben, il va partir dans les urines. Donc ça, c'est vraiment important de bien vérifier ça avec votre médecin. Et puis aussi d'aller se balader quand il fait beau pour que les rayons du soleil puissent aller sur votre peau et activer la vitamine D pour qu'elle devienne active. Hein. Sans soleil, la vitamine D n'est pas active. Bon, rehausser les saveurs des plats, c'est vrai que quand on avance en âge, on perçoit moins bien les saveurs. Hein, donc, on peut essayer de rehausser les saveurs si besoin et d'adapter la texture des plats également si besoin. Un petit point sur nos besoins en eau. Donc, vous voyez là sur le schéma, on voit que quand on avance en âge, alors qu'un adulte, l'eau, ça représente 60% du poids du corps. Chez la personne plus âgée, elle représente que 50%. Donc, c'est important de ne pas se déshydrater, hein, de boire tout au long de la journée. Là, je vous ai mis, en fait, je vous ai représenté la notion d'équilibre alimentaire à travers la pyramide alimentaire. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, déjà rencontré. Et c'est un outil qui est assez commode, assez pratique et qui donne des repères très simples pour s'y retrouver dans l'équilibre alimentaire. Donc, vous voyez, à la base de la pyramide, là où la base est la plus importante, il y a l'activité physique, hein, au minimum 30 minutes par jour. Ensuite, il y a l'hydratation, avec, bien sûr, la seule boisson qui est vraiment nécessaire, c'est l'eau. Ensuite, donc, la pyramide se rétrécit. Vous avez les fruits et les légumes. Donc, si on regarde un peu les repères, 3 portions de légumes et 2 portions de fruits dans la journée. Ensuite, la pyramide se rétrécit encore et vous avez les féculents ou le pain. Et donc là, en fait, le repère, c'est à chaque repas en fonction de l'appétit. Et je rajouterais en fonction aussi de l'activité physique. Si vous ne bougez pas du tout, vous êtes hyper sédentaire et tout, vos besoins sont moins importants que quelqu'un qui va s'activer énormément. Donc voilà. En privilégiant, donc là aussi, vous voyez, dans chaque famille d'aliments, il faut penser à une grande variété dans chaque famille d'aliments. Et aussi sur cette famille des féculents il faut privilégier toujours ceux qui vont être non raffinés, qui contiennent plus de fibres et qui du coup, s'ils ne sont pas raffinés, ils contiennent aussi des minéraux, des vitamines qui sont enlevés quand c'est raffiné, et ils contiennent surtout des fibres qui vont permettre d'avoir une meilleure stabilité de la glycémie postprandiale, une meilleure satiété. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous voyez la pyramide, elle se rétrécit encore un peu. Vous retrouvez les protéines. Alors, les protéines animales à travers la viande, le poisson, les œufs. Donc ça, c'est 1 à 2 portions par jour. Ce n'est pas obligatoire d'en avoir le soir. On peut avoir 100 grammes à midi et un complément de 50 grammes le soir. Et puis, vous avez les produits laitiers sur la gauche avec 2 à 3 produits laitiers par jour. Ainsi, si vous devez avoir 1200 mg de calcium, vous pouvez avoir ces apports grâce aux produits laitiers. Mais aussi en complétant avec les légumes qui apportent beaucoup de calcium et aussi à travers les eaux minérales qui peuvent apporter du calcium. Ensuite, donc on continue, la pyramide se rétrécit encore avec la famille des matières grasses ajoutées.
Hein, donc là, vous retrouvez le beurre, la crème, les différentes huiles et les fruits à coque. Hein. Amandes, noix, noisettes. Donc ça, c'est des super aliments, hein, les fruits à coque, mais ils sont très, très riches en matières grasses. Donc l'idée, c'est une petite poignée par jour, c'est bien. Et ensuite, vous voyez, le cône de la pyramide, c'est les aliments sucrés ou gras et sucrés, qui sont les aliments plaisir à consommer voilà, avec modération de temps en temps pour le plaisir. Hein. Donc ça, cette pyramide, elle est assez pratique. Hein. Donc là, je ne vais pas reprendre parce que ça reprend vraiment les repères qu'on a vus ensemble. Peut-être si quand même au niveau des quantités, vous voyez, donc 1,5 litre d'eau par jour. Oui. Excusez-moi, je vous coupe juste une petite minute. On a une question dans le chat. Peut-être que si vous préférez répondre maintenant. Ou, voilà. Alors, du coup, c'est quoi la question? Dites-moi. Alors, c'est bonjour, je ne fais pas de régime. En général, je ne dîne pas et ne déjeune pas le matin et le midi. Je suis encore obèse IMC 40 il y a 6 mois et actuellement, je perds du poids petit à petit, IMC 35. Mes repas sont variés. Est-ce que ce saut de repas est-il nocif? Bon, après, c'est vrai que c'est difficile de répondre au cas par cas comme ça. C'est bien de. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas si vous êtes accompagné par un professionnel de santé, mais ça me semble important d'être Vous voyez, là, j'aborde des grands repères qui sont très généraux pour tout le monde, mais après, c'est important de pouvoir avoir un accompagnement personnalisé. Et dans votre cas, ça pourrait être utile, vous voyez. Et c'est vrai que après, l'idée, c'est d'éviter les grignotages. Les sauts de repas, il faut bien répartir quand même les apports. Hein. Après, moi, je pense que ça nécessiterait peut-être un accompagnement personnalisé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que si vous avez un seul repas par jour, ah oui, non, donc vous prenez un petit déj, vous avez un déjeuner et vous ne dînez pas. Bon. Après, je ne sais pas si c'est des habitudes qui sont durables. Vous pouvez sinon avoir un dîner beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus léger et votre perte de poids, elle continuera quand même. Hein. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais poursuivre, je pourrais compléter si besoin. Donc sur les repères, donc 1,5 litre d'eau par jour, 1 à 2 portions de viande. Donc qu'est-ce que c'est une portion? C'est 125 grammes ou 2 tranches de jambon blanc ou 2 œufs, 2 ou 3 laitages, 3 portions de légumes par jour. Donc c'est quoi une portion? C'est 150 à 200 grammes de légumes. 2 à 3 portions de fruits par jour, une portion de légumes et ou de pain aux 3 repas. Donc, qu'est-ce que c'est une portion? Une portion moyenne, ça peut être à peu près 150 grammes de féculents cuits. Ça correspond à 50 grammes crus. Alors là, c'est pour quelqu'un qui va quand même être très actif. Voilà. Après, pour certains, ça sera plutôt 100 grammes de féculents cuits qui correspondent plus à 3 cuillères à soupe de féculents cuits. Hein. Et c'est bien de connaître les équivalences avec le pain. Hein. Si je prends des féculents, je prends moins de pain. Ou si j'ai envie d'avoir les deux, bah c'est soit le pain, soit les féculents, ou soit un peu des deux. Au niveau des matières grasses, donc privilégier les huiles en les variant. 3 cuillères à soupe à peu près. Et puis pas plus de 10 grammes par jour de beurre et plutôt cru. Hein. Donc ça, c'est un peu les règles générales. Là, vous voyez, je vous ai mis, en fait, souvent, c'est assez schématique, hein, mais ça donne des bons repères, l'assiette, là, où vous voyez qu'il y a un quart, un demi. Donc, il vaut mieux avoir plus de légumes et de fruits. Les féculents, vous voyez, un quart. Ça pourrait être un tiers aussi hein, dans l'assiette. Et après, donc un laitage et ou une portion de fruits avec des matières grasses en privilégiant des matières grasses d'origine végétale. Hein, donc ça, c'est très schématique, mais ça donne des bonnes indications sur les principes de l'équilibre alimentaire. Après, l'idée aussi, c'est de bien s'organiser.
hein, parce que l'équilibre alimentaire, c'est aussi une question d'organisation. Hein. Quand on fait une liste de courses, quand on essaye de construire un peu des menus sur la semaine, ben, ça permet aussi de gagner du temps, d'optimiser son budget alimentaire. Hein. En faisant des bons choix, de privilégier des légumes et des fruits de saison, des produits bruts. Hein. Dès que vous êtes sur une alimentation où vous cuisinez des aliments bruts plutôt que sur une alimentation ultra transformée, et ben, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une alimentation saine. Hein, parce que dès que c'est des aliments ultra transformés, il y a plus de sel, plus de sucre, des additifs, et il y a une certaine opacité sur ces aliments ultra transformés, alors que quand ils sont bruts et cuisinés, vous savez exactement ce que vous mettez dans votre cuisine. Après, quand vous faites vos courses, et que vous faites une liste de courses avec des menus, vous achetez juste ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, les courses, il faut les faire au bon moment. Hein. Quand on est hyper contrarié et tout, on va avoir tendance à acheter des aliments dont on n'a pas forcément besoin. Donc, savoir quand on va faire ses courses, c'est important aussi. Hein. Et puis, cuisiner les quantités adaptées. Hein. Par exemple, pour la viande, le boucher, il ne faut pas lui demander « je veux un rôti pour 6 personnes ». Il faut lui demander en quantité, hein, parce que lui, il va vous mettre 250 grammes par personne. Respecter la variété, la diversité, hein, bien sûr, hein, quand vous faites des menus, des listes de courses, ça vous permet d'avoir une variété sur la semaine. Hein. Et puis aussi, vous pouvez avoir une réflexion beaucoup plus globale sur une alimentation. C'est très à la mode en ce moment de parler d'alimentation durable, d'avoir une réflexion aussi sur la protection de l'environnement en prenant des produits de saison, moins d'emballage. Vous voyez, il y a tous ces aspects-là aussi qui sont intéressants, mais tout est lié en fait. Hein. Voilà. Je voulais terminer aussi sur le volet alimentation sur, boire et manger, c'est un plaisir. Hein, c'est un plaisir. Et ça, c'est la base de l'équilibre alimentaire. Quand on a du plaisir au moment des repas, il y a moins de grignotage. Et voilà, il faut axer là-dessus, sur le partage, la convivialité, les repas en famille, entre amis, c'est important. Stimuler aussi l'appétit, le plaisir de manger et prendre conscience aussi qu'on ne mange pas que avec le goût. Hein. On stimule tous ses sens quand on mange. On mange avec la vue. Hein. Quand on vous présente un joli plat ou que vous passez devant une boulangerie, vous pouvez déjà saliver. Hein. Par contre, quand parfois, par exemple, moi, quand je travaillais à l'hôpital, que je voyais les plateaux des patients, ça ne donne pas très envie. Hein. Donc, la vue. L'ouïe, un petit peu, hein, avec le croquant, hein, quand on entend croquer, ça peut stimuler aussi l'appétit. Le toucher, hein. Alors, le toucher avec les mains, hein, quand vous touchez un aliment, ou le toucher en bouche, hein, parce que sur la langue, on a aussi des petits récepteurs qui permettent de comprendre les différentes textures. Hein. Donc ça, c'est important de bien varier les textures, varier les couleurs, varier les textures, l'odorat et le goût. Hein. Donc tout ça, c'est important de bien prendre conscience de ça. Moi, souvent, avec les personnes que j'accompagne, je fais des dégustations d'aliments en pleine conscience, en décomposant un petit peu toutes ces phases. Et en fait, il se passe plein de choses. Hein. Alors que quand on mange très, très, très vite, écoute, on n'est pas vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe et il y a beaucoup moins de plaisir, en fait. Hein. Il y a beaucoup moins de saveurs, de flaveurs perçues quand on mange trop vite. Là, je voulais vous indiquer le programme national Nutrition Santé, que sûrement certains connaissent déjà. C'est un programme qui a été mis en place déjà il y a une vingtaine d'années et qui évolue au cours du temps en fonction des besoins de la population générale. Et il y a des outils
qui permettent des repères de consommation et des outils qui vous permettent d'avoir une alimentation équilibrée et d'actionner aussi le levier activité physique. Là, je vous ai mis notamment en termes d'outils le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes aidants si vous avez dans votre entourage, voilà, des personnes dont vous devez vous occuper. C'est quelque chose de délicat, de difficile, et il y a plein d'éléments qui peuvent vous aider dans ce guide. Ou sinon, il y a le guide nutrition pour les plus de 55 ans. Voilà. Et si vous allez sur le site mangerbouger.fr, il y a aussi la fabrique des menus. Donc, c'est un outil pour vous aider à construire vos menus. Vous rentrez le nombre de personnes, vous rentrez le nombre de jours que vous souhaitez et il vous donne des idées de menus. Et puis, il y a aussi des idées pour bouger plus. Hein, donc, c'est intéressant. Donc là, maintenant, j'ai abordé le pôle alimentation. Je vais maintenant aborder le pôle activité physique, hein, parce que tout est imbriqué, tout est lié. Donc, sur l'activité physique, déjà, c'est important d'avoir conscience que quand on est senior, c'est extrêmement bénéfique de conserver une activité physique régulière. En fait, si on regarde tous les bénéfices, mais ils sont extrêmement nombreux. Hein. Ça permet de maintenir les capacités physiques fonctionnelles et ça permet de conserver le plus longtemps possible une autonomie. Donc, on peut parler d'une diminution des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, en fait, le fait de faire une activité physique régulière, ça diminue le mauvais cholestérol. Là, j'ai mis LDL cholestérol. Donc, ça, c'est un terme un peu barbare, mais c'est le mauvais cholestérol. Ça permet de prévenir l'apparition d'un diabète. Hein. Si vous avez des glycémies un peu limites, le fait d'actionner le levier activité physique, tout de suite, ça va rentrer dans l'ordre. C'est bien, c'est plutôt plus efficace que les médicaments. Et pour une personne qui est déjà diabétique, le fait de faire une activité physique régulière, ça lui permet de mieux stabiliser ses glycémies, de mieux équilibrer son diabète. Pareil, ça permet de diminuer la tension artérielle et d'augmenter la fluidité sanguine. Donc là, j'ai mis un petit exemple, mais vous voyez, le sédentaire a 6 fois plus de risques de faire un accident cardiaque. Et les bénéfices sur cette diminution des facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont visibles tout de suite. Hein. Ils sont visibles tout de suite. Donc, ça vaut vraiment le coup de mettre en place les choses. Les bénéfices, ils sont aussi au niveau de l'appareil locomoteur. Déjà, en fait, quand on avance en âge, en fait, le muscle va s'atrophier un petit peu, naturellement, c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est d'actionner ce levier activité physique pour préserver la masse musculaire et du coup, pour préserver une certaine force musculaire, mais aussi pour préserver le temps de réaction, vous voyez, musculaire, les réflexes. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si en fait, plus on actionne le levier activité physique, plus on va garder ses réflexes et son équilibre. Hein. Après, donc, ça permet aussi, vous voyez, quand on avance en âge, et notamment chez les femmes après la ménopause, on a tendance à prendre de la graisse un peu au niveau du ventre. Hein, j'appelle ça périviscéral. Hein. Donc là, en fait, le levier activité physique, ça permet justement de pas trop prendre de graisse abdominale. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça va permettre aussi? Ça va permettre de ralentir la perte osseuse et de prévenir l'ostéoporose. Alors ça, notamment, surtout quand vous avez des activités en charge. C'est-à-dire, si vous faites du vélo ou de la piscine uniquement, là, ça ne va pas stimuler la minéralisation osseuse. Hein. Mais par contre, si vous faites de la randonnée, si vous faites de la marche, là, vous voyez, vous actionnez, vous stimulez
la minéralisation osseuse. Hein. Donc ça, c'est important d'avoir une variété dans vos activités. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect amélioration de l'équilibre, hein, de la souplesse, de la stabilité posturale et de diminuer, du coup, le risque de chute. Hein. Donc après, il y a tout un volet par rapport au système nerveux et au système respiratoire. Hein. Vous voyez que là aussi, le fait d'avoir une activité physique régulière, ben, ça vous permet de stimuler ces systèmes et d'avoir un meilleur système respiratoire, un meilleur système nerveux. Et il y a tout ce qui concerne les bénéfices psychosociaux avec le maintien des capacités cognitives. Hein. Là, c'est clairement démontré. Quelqu'un qui va être très actif au niveau, qui va bouger beaucoup, ça va stimuler les neurones au niveau du cerveau. Hein. Donc, il ne s'agit pas que d'avoir des capacités de mémorisation, d'apprendre des poésies et tout ça. Quand vous actionnez le levier activité physique, ça stimule aussi les capacités cognitives. Ça améliore tout ce qui est, voilà, quand on n'a pas trop le moral, tous les syndromes dépressifs, ça joue énormément. Voilà, et ça stimule les capacités de mémorisation et d'attention. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un beau programme, hein, ça donne envie de faire de l'activité physique. Après, les repères et les recommandations. Les repères de l'OMS, donc qui sont de 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour. Ça, c'est un minimum, mais bien sûr, si vous en faites plus, c'est forcément plus intéressant et bénéfique pour vous. Mais 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, c'est un minimum. Ensuite, en parallèle, il faut essayer de réduire au maximum la sédentarité. Vous voyez, on distingue l'activité physique et la sédentarité. Je prends un exemple. Une personne qui est assise toute la journée dans son fauteuil, elle est très sédentaire. Mais tous les soirs, elle va marcher pendant 1h30. Donc, elle fait pas mal d'activité physique. En fait, l'idée, c'est d'actionner les deux leviers, hein, d'être le moins sédentaire possible, de rompre la sédentarité. Hein. On dit que toutes les heures, il faut bouger au moins 5 minutes. Voilà, quand vous êtes au téléphone, vous marchez. Voilà, donc ça, c'est important. Et d'actionner les deux leviers en même temps. C'est indiqué sur le petit schéma, là, vous voyez, il y a une personne qui marche et puis une personne qui est assise. Donc voilà, plus vous actionnez les deux leviers, plus vous allez dans le vert. Et plus vous êtes sédentaire et sans activité physique, plus vous allez dans le rouge. Hein. Et puis après, c'est important d'associer des activités physiques qui ont des effets complémentaires. Hein. Donc, des activités physiques d'endurance, hein, du renforcement musculaire et des activités qui vous permettent de jouer sur l'équilibre et les assouplissements. Hein. Donc, là... voilà, les recommandations après 65 ans, donc endurance, activité cardiovasculaire et respiratoire, donc un minimum de 30 minutes, hein, je l'ai dit, à intensité modérée. Intensité modérée, ça va être une activité où il y a un petit essoufflement, mais voilà, faible. Hein, donc ça peut être du jardinage, monter des escaliers, enfin là, ouais, en fait, je me suis trompée, c'est plutôt élevé ça. Hein. Natation, travaux ménagers, vous voyez, donc... ça, c'est intensité modérée. Ou sinon, si c'est une forte intensité, vous pouvez diminuer la durée. Hein. Et là, forte intensité, ça veut dire que vous avez un essoufflement élevé. Donc, la marche nordique, par exemple, ou le ski nordique, bon, ça va être à forte intensité. En parallèle, c'est bien de faire, en plus des 30 minutes par jour d'endurance, c'est bien de faire du renforcement musculaire. Là, je vous ai mis des exemples, vélo d'appartement, rameur, aussi d'avoir des assouplissements et des exercices pour actionner la mobilité articulaire. Au moins 2 fois par semaine, non consécutifs, et pendant 10 minutes, du yoga, du tai chi, des étirements, et puis des petits exercices d'équilibre. Là aussi, au moins 2 fois par semaine. Le yoga, de vous mettre en équilibre sur une jambe, le vélo. Là, vous voyez, je vous ai mis des petits dessins qui sont voilà, très simples, mais vous voyez, la dame, là, elle actionne, elle fait bouger. Bon, ça, c'est en fonction de
ses possibilités et de ses capacités aussi, hein. Donc, voilà, la marche nordique, tout le monde ne peut pas en faire. Il y a, je dirais, dans l'activité physique, il y a des maîtres mots, hein. Il y a 3 mots-clés. Les mots-clés, c'est progressivité, régularité et plaisir. Hein, c'est ça les mots-clés qu'il faut retenir pour l'activité physique. Alors après, quel type d'activité physique choisir? Donc ça, c'est important de faire le point par rapport à ça. Déjà, il est important, quelqu'un qui n'a pas fait d'activité physique pendant très longtemps, bon, c'est bien de reprendre très progressivement, hein, l'activité physique, parce que sinon, il y a des risques de blessures et c'est dommage, parce que du coup, on s'arrête totalement pendant un temps beaucoup plus long. Donc, il vaut mieux que ça soit très progressif. Et dans certaines situations, c'est bien que ça soit encadré médicalement. Hein, donc, je vous rappelle là les contre-indications médicales dans certaines situations et pour certains sports, notamment quand il y a une hypertension sévère. Hein, ça, c'est important de faire le point avec le médecin. Ou un diabète avec des traitements qui entraînent des hypoglycémies. Hein, là, du coup, il faut faire attention ou qu'on vous explique bien comment on se resucre. Voilà, voilà. Insuffisance cardiaque sévère, ça c'est complètement contre-indiqué. Et puis maintenant, depuis 2 ans, il y a un nouveau dispositif qui parle du sport sur ordonnance. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui peuvent prescrire du sport comme un médicament. Hein. C'est vraiment important, vous voyez, c'est une autre logique. Hein. Donc voilà. Bon, après, ça n'entraîne pas forcément, on n'est pas encore sur le remboursement des activités, hein, mais j'espère que ça viendra. Donc là, vous voyez, on peut voir, je vous ai mis des exemples d'activités d'intensité variée. Hein. Donc, plus l'intensité est forte, plus vous pouvez diminuer le temps, la durée de l'activité. Hein. Donc, faible intensité, marche lente, arrosage du jardin, bricolage, intensité modérée, marche rapide, badminton, golf, natation plaisir, et puis intensité élevée, marche avec dénivelé, randonnée en montagne. Vous voyez, ça vous donne un peu une idée. Donc voilà sur le volet sport. Hein. Donc maintenant, je vais aborder le volet sommeil, sachant que là encore, il y a des liens entre le sommeil, l'activité physique et l'alimentation et aussi la gestion des émotions. Donc du coup, vous voyez, le sommeil, c'est bien de mieux comprendre le sommeil, hein, et de voir quelles sont les évolutions du sommeil avec l'âge. Hein. Donc le sommeil, vous voyez, comment ça se passe? Le sommeil, il est sensible au ce qu'on appelle le balancier circadien, c'est-à-dire au rythme jour-nuit. Et ça, c'est une hormone, la mélatonine, qui est sécrétée quand il y a une obscurité complète. Hein. Et puis, le sommeil, il est sensible au balancier homéostatique, c'est-à-dire l'alternance activité-repos. Hein. Donc, c'est-à-dire, si vous avez eu une journée très active, eh ben, vous allez avoir plus de facilité à vous endormir. Hein. Par contre, si vous n'avez rien fait de la journée, hyper sédentaire et tout, ben là, vous n'allez pas sentir la pression du sommeil. Hein. D'accord ? Donc, ce double balancier, c'est important de le comprendre. Après, il faut comprendre aussi que le sommeil, comment ça marche? Ça marche, en fait, la nuit, il y a un enchaînement de cycles de sommeil de 90 minutes, hein, 5 cycles par exemple. Et dans chaque cycle, vous retrouvez différentes phases de sommeil. Il y a des phases de sommeil profond, des phases de sommeil profond et lent, et des phases de sommeil beaucoup plus légers et paradoxales. Vous voyez, qui sont en rouge sur l'hypnogramme là. Et on voit qu'en fait, en début de nuit, les phases de sommeil profond sont beaucoup plus importantes qu'en fin de nuit où il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal. D'ailleurs, souvent, on se souvient de ses rêves en fin de nuit parce qu'il y a plus de sommeil paradoxal
et donc plus de micro-réveils en fin de nuit. Hein, donc ça, c'est bien de bien comprendre ces différents cycles, ces phases du sommeil pour pouvoir adapter. Hein. Et surtout, il faut essayer de privilégier un sommeil en début de nuit parce que le sommeil en fin de nuit sera moins réparateur. Donc après, donc, c'est important, si vous voulez, de comprendre que le sommeil, il permet une récupération à différents niveaux. Et il faut essayer de comprendre les conséquences d'une privation de sommeil. Hein. La récupération, elle se fait au niveau physique, au niveau psychique, au niveau nerveux et intellectuel. Et une privation de sommeil, attendez, comment ça? Je n'arrive pas à le faire passer. Une privation de sommeil, si vous voulez, au niveau physique, vous allez avoir un ralentissement des réflexes, je ne sais pas, ça ne marche pas, un ralentissement des réflexes, une fatigue musculaire, une prise de poids. Vous allez avoir aussi au niveau psychique des difficultés à vous situer dans le temps, dans l'espace. Au niveau nerveux, il va y avoir une baisse de la vigilance et de l'attention avec des risques d'augmentation des risques d'accidents quotidiens et puis des sautes d'humeur. Et puis au niveau intellectuel, on va avoir plus de difficultés à réfléchir, avoir plus de troubles de concentration et plus de troubles de mémoire. Donc le sommeil, vous voyez, c'est important pour récupérer au niveau physique, psychique, nerveux et intellectuel. Alors, ce que je voulais voir avec vous aussi rapidement, c'est quand on est senior, au niveau du sommeil, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Oui, il y a des choses qui changent. Hein. Alors, en général, on dit que la durée du sommeil reste stable. On a un peu moins de besoins, c'est-à-dire on est plutôt autour de 6-7 heures de sommeil, alors qu'un adulte, c'est plutôt 7-8 heures en moyenne. Mais par contre, il y a des modifications au niveau de la qualité du sommeil. C'est-à-dire que souvent, c'est un sommeil qui est plus fractionné et plus léger, avec une plus grande sensibilité au bruit et une moins bonne régulation de la température corporelle, notamment chez les femmes après la ménopause. Mais normalement, qui doit rester récupérateur. Il y a des modifications aussi au niveau des rythmes, des rythmes de sommeil, avec des endormissements qui sont plus tôt et un réveil qui est plus précoce. Hein. Quand c'est vraiment très précoce, on parle de l'avance de phase avec un sommeil qui est carrément décalé. Et chez le sujet très très âgé, on parle carrément de sommeil polyphasique, c'est-à-dire il est vraiment morcelé la nuit avec pas mal de micro-réveils et beaucoup plus de petites siestes dans la journée. Hein. Donc voilà. Après, vous voyez, je vous ai parlé des balanciers circadiens. Avec l'âge, il y a une modification du système de régulation et une moins bonne sensibilité à la lumière. Et c'est important aussi de voir le rôle de l'activité physique dans la journée. Hein, si vous êtes en plein air pour faire vos activités physiques, donc vous exposez à la lumière, et en même temps vous faites de l'activité physique dans la journée, ça va augmenter la bonne fatigue et donc la pression du sommeil. Hein. Et puis ça joue aussi sur la vitamine D, donc vous voyez, vous avez tout intérêt à avoir une activité physique dans la journée et dehors. Je voulais parler aussi des insomnies. Hein. Les insomnies, c'est quoi? C'est une difficulté d'endormissement ou des réveils nocturnes ou des réveils trop précoces qui sont associés à des répercussions en journée, avec une baisse de la vigilance, des difficultés de concentration, de la fatigue, de l'irritabilité. Et les causes, elles sont multiples. Hein. On a parlé des rythmes tout à l'heure. Les changements de rythme, ça peut être très perturbant. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, des conflits familiaux, de la solitude. Donc ça, il faut vraiment mettre en place des choses pour gérer ça. Et ça peut être des causes médicales aussi, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, des reflux gastro-œsophagiens ou des troubles cardiaques ou la prise de médicaments.
Donc, dans ces cas-là, c'est bien d'essayer d'avoir une vision sur son sommeil et de tenir un agenda du sommeil. Il y a un réseau qui est extrêmement bien fait d'experts sur les troubles du sommeil qui s'appelle le réseau Morphée, sur lequel vous retrouvez pas mal d'outils et qui vous permettront d'approfondir ça. Alors rapidement, je crois que je dépasse un peu mon temps, mais je vais terminer dans 1 ou 2 minutes. Le syndrome d'apnée du sommeil, ça c'est bien de l'identifier. Enfin, voilà, si vous avez des doutes, en fait, déjà c'est des personnes qui vont ronfler. Et quand ces ronflements sont accompagnés de pauses respiratoires dans le sommeil ou d'impression de suffoquer ou d'un besoin d'uriner plus de 2 fois par nuit ou si vous avez eu une très bonne nuit de sommeil où vous avez dormi pendant 8 heures et que dans la journée, vous vous sentez extrêmement fatigué, vous somnolez, vous avez des troubles de la mémoire, enfin, vous avez des maux de tête au réveil, ça peut vous indiquer un syndrome d'apnée du sommeil. Voilà, donc si vous identifiez plusieurs éléments comme ça associés à un ronflement, c'est bien de consulter un spécialiste et d'approfondir un peu ça parce que après, c'est important d'avoir un bon appareillage qui vous permettra de retrouver un sommeil beaucoup plus réparateur. Et c'est vrai que l'apnée du sommeil, au niveau du cœur, c'est pas bon. C'est une fatigue chronique importante. Ça fait prendre du poids aussi, beaucoup. Donc voilà. Donc il faut s'en occuper s'il y a un doute. Le syndrome des jambes sans repos, c'est des sensations désagréables, impatience, fourmis, crampes, qui sont aggravées quand vous vous mettez en position couchée voilà, et que vous commencez à vous endormir. Et du coup, c'est une répercussion sur la qualité de votre sommeil, mais il y a des traitements qui existent, donc du coup, il faut savoir en parler. Voilà. Sommeil, nutrition, poids, quel lien ? Quand vous êtes en dette de sommeil, souvent, ça fait prendre du poids. Voilà. Quand on a une fatigue chronique, souvent on a tendance à avoir plus d'envie de sucre, de gras, on grignote plus, on a besoin de plus en quantité. Mais il y a aussi des liens, des explications au niveau hormonal. Quand on est en privation, c'est aussi des régulateurs hormonaux la nuit ou le jour qui du coup entraînent cette prise de poids. Voilà. Un dernier point pour mieux dormir, c'est bien d'avoir un dîner qui est adapté. Hein. Déjà, il ne faut pas dîner trop tard, parce que sinon, la digestion, c'est quand même assez long. La première phase de la digestion dans l'estomac, ça dure 3 heures. Donc, du coup, c'est bien de respecter ces 3 heures avant d'aller se coucher. Et puis, ce qu'il faut éviter le soir, c'est l'alcool, les excitants, la nicotine et des repas trop copieux ou trop gras. Hein. Et puis, il faut quand même avoir un peu de féculents qui sont riches en fibres, alors en petite quantité, mais pour permettre de pas, d'avoir un apport en sucre vraiment sur la durée et qui permettent de tenir toute la nuit et qui permettent un bon endormissement aussi. Hein, voilà. Voilà, et je terminerai. Ah voilà, je sais pas, il y a un problème sur la diapo qui n'a pas été. Bon, c'est pas grave, hein, je vais terminer là-dessus. Donc, vous voyez, pour le sommeil, il y a des commandements à respecter. Il faut avoir un environnement qui est propice au sommeil, l'obscurité, pas trop de bruit, d'avoir des petits rituels aussi le soir, plutôt la lecture que les écrans, vous voyez, des choses comme ça. Avoir une activité physique régulière dans la journée, pas trop tardive, hein, parce que sinon ça peut entraîner des problèmes à l'endormissement. Une alimentation équilibrée avec des horaires réguliers dans la journée, et puis un dîner plus léger, pas trop gras et sans alcool, et essayer de ne pas avoir d'excitants après 16 heures, ça aussi c'est important pour bien dormir. Donc je terminerai là, je crois que j'ai un peu
un peu dépassé mon temps, mais vous voyez, on a abordé beaucoup de choses, donc c'est dense, j'ai du mal à tout dire en si peu de temps. En tout cas, en conclusion, je dirais que tout est lié dans l'hygiène de vie et que vous pouvez actionner tous les pôles et rentrer dans une spirale positive. Si vous actionnez le levier activité physique, la gestion des émotions, l'alimentation adaptée, tout va aller mieux. Hein. Donc voilà, tout est lié et donc il faut penser global. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Merci Et je beaucoup, suis Emmanuel. disponible pour vos questions. Merci beaucoup. On a quelques questions dans le chat. Je termine rapidement sur la diapo et après on passera à la session de questions-réponses. On met comme d'habitude le petit questionnaire de satisfaction sur lequel vous pouvez cliquer pour du coup nous donner, nous faire vos retours sur cette présentation, voir ce que vous en avez pensé et également nous donner des idées de thématiques qu'on pourrait aborder et sur lesquelles on pourrait travailler. Alors, ensuite, certains le savent déjà, mais Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin ont réalisé un livre audio et un podcast qui vous retrouvez grâce aux liens qui sont sur cette slide. Et vous retrouvez, c'est ce que je disais dans le chat à une personne, vous retrouverez les replays de toutes les visioconférences sur YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller les visionner. Elles seront disponibles dans peu de temps. Donc voilà. Donc, si vous voulez revoir, pour ceux qui ont eu des petits problèmes techniques, par exemple, si vous voulez revoir cette visioconférence, c'est avec plaisir, vous la retrouverez sur YouTube. Notre prochaine visio, du coup, c'est le 22 février à 10h30 et ce sera sur la sophrologie. Vous pouvez vous inscrire, comme d'habitude, sur movadom.eventbrite.com. Et je vous remercie du coup à tous pour votre attention. Je remercie également notre financeur qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne et avec le soutien de la CNSA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un petit mail.